Alors j'aimerais commencer cette présentation en vous faisant la lecture d'un court poème. Devant la seule fenêtre, les survivants tirent les draps, isolent l'indécence des corps debout, secoués. Nos paroles intelligibles taillent l'air, nous posons nos lèvres sur la peau froide dans cette chambre qui nous oubliera. Certains événements passés ne disparaissent pas. À travers nos expériences et nos perceptions, des morceaux de ces expériences sont rejoués et déformés, placés sur les visages, derrière nos fronts, dans les lieux. Partout, le passé s'immisce, exigeant que nous trouvions l'espace où ressentir ces ombres et ces échos des choses. Dans le présent, le passé est inachevé. La mort, cette expérience fondamentale et universelle à tous, ou qui de moins le deviendra, a pour effet de rompre des liens. Par la force des choses, nous vivons des disparitions en attendant la nôtre. Mais la mort, dans de nombreux cas, loin de produire uniquement un effacement, de soustraire quelque chose, crée une absence qui laisse une empreinte profonde chez celles et ceux qui restent. Le poème que je vous ai lu frôle les murs d'une chambre. Il encadre des endeuillés, évoque la futilité de leurs paroles devant l'immensité de la perte. La maladie a emporté mon père lorsque j'avais 14 ans. Il s'agit d'un deuil porté depuis longtemps, qui a commencé avant la mort, depuis les quelques mois qui se sont écoulés entre le diagnostic et le décès, et qui depuis n'a pas cessé. C'est cet état de durée qui guide mon mémoire de maîtrise, dont le volet création est composé d'un recueil de poèmes. Ce matin, j'aimerais vous parler de comment ma démarche heuristique du deuil en est venue à une poétique du deuil, en étudiant le rapport que tisse le poème avec l'espace. Autrement dit, comment le poème peut-il incarner l'expérience spatiale, esthétique et intime du deuil? Je parle de perte, dit le philosophe Michel Juffé, lorsque quelque chose à soi disparaît, de telle sorte que cela laisse un vide, qu'une souffrance est ressentie, qu'un sentiment de manque nous habite. Fin de la citation. Ce sentiment de manque, cette perte, qui affecte la vie des endeuillés, demande, ou plutôt exige, que quelque chose s'accomplisse, afin de diminuer la souffrance que l'on ressent, voire de la faire cesser. Le discours général définit le deuil comme étant un processus adaptatif à traverser pour que s'estompe la douleur éprouvée à la suite d'un décès. Un consensus populaire établit l'injonction « il faut faire son deuil, suivre son déroulement, soit graduellement accomplir un détachement de l'être ou de l'objet auquel nous sommes attachés ». Une telle conception du deuil restreint toutefois l'expérience de la perte d'un être cher, selon la philosophe Vinciane Després. En formant un cadre prescriptif du deuil, l'objet de ce dernier est un indésirable sentiment qu'il faut rationaliser, estomper, faire disparaître. Mais le deuil peut-il s'achever? Longtemps, j'ai cru que le mien devait être à l'image que je me faisais de la mort, c'est-à-dire une expérience silencieuse du vide. Je pensais qu'au fil du temps, tout comme la vie de mon père, mon deuil prendrait fin. Je croyais au processus à accomplir, celui que nous avons tous appris, à savoir le choc, la colère, le marchandage, la grande tristesse, puis l'acceptation. Mais l'oubli de la douleur s'accompagne du risque de l'oubli du défunt. Dans son essai « Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent », Vinciane Després cite l'anthropologue Eunich Kwan, qui dit « Le désir de se souvenir et de commémorer peut être un désir qui émerge entre le passé et le présent, partagé entre celui qui se souvient et celui dont on se souvient. » Fin de la citation. Cette réciprocité indique que quelque chose persiste, remet en question le néant associé à la mort. Cela crée une secousse dans l'idée stérile que je me faisais du deuil. En effet, plus de 10 ans après sa mort, je perçois des traces de mon père vivant, malade, mort, sur les visages de mes frères, dans les récits familiaux ou dans l'immensité de la rivière Saguenay, là où son côté de la famille vit toujours. Je porte sa mort en moi et le deuil continue de creuser des sillons dans mon expérience du monde. Le processus adaptatif qui compose le deuil à traverser est précisément celui qui me traverse. L'absence de l'autre devient une matière qui laisse ses marques en moi, qui me travaille, et c'est donc une matière que je dois travailler. L'expérience du deuil exige de vivre, mais de vivre avec la mort. Impossible de le faire disparaître complètement, le défunt persiste dans la mémoire, dans les objets, dans les gestes et dans les relations que l'on entretient avec certaines personnes et certains lieux. Le deuil est un état de tension, comme celle entre la présence et l'absence, entre soi et la personne défunte. Cette disparition, ces disparus, occupent notre monde vécu, qui se place donc entre la mémoire et le regard, en traçant sur ce qui est vu les contours de leur absence. Le deuil, contrairement à l'idée que je me faisais de la mort, est un état liminaire qui reconnaît, comme le dit la poétesse Madeleine Gagnon, que le néant est proprement impensable. Entre la présence et l'absence, mais aussi dans la présence de l'absence, il me faut dire la part indicible du deuil. Ce qui m'intéresse, c'est comment cette expérience apparemment inachevable peut s'incarner particulièrement dans ce qu'elle a d'insaisissable.
Pour rapprocher ce projet d'écriture, je me suis abandonnée à la lecture de récits de deuil, des essais, des autofictions, des recueils de poèmes qui mettent de l'avant un jeu confronté à l'absence. Mais de tels textes, plutôt que de lutter contre cette absence, ils composent avec la présence, remarque Desprez. Une créativité s'impose alors qu'on ne peut faire autrement que de demeurer dans cet entre-deux difficile à pointer, à dire ou à écrire. L'écrivain Claude-Louis Combet, dans son ouvrage intitulé « Du sens de l'absence », nous dit, et je cite, « Seul nous importe l'expérience dans sa plus grande intériorité, et si nous en venons à l'écriture, c'est parce que celle-ci crée l'espace et l'instrument de l'expérience. » Fin de la citation. Plutôt que d'établir un discours sur l'absence, l'écriture en tant que moyen d'expression artistique permet, selon lui, d'exprimer une pensée qui procède de l'absence. Et tout à l'heure, je disais que Michel Juffé parlait donc de perte lorsque quelque chose à soi disparaît, de telle sorte qu'un sentiment de manque nous habite. Et c'est là que se trouve le nœud de ma démarche, puisque le sujet habité par le sentiment de manque doit nécessairement habiter l'espace et les lieux avec cet état de deuil dans tout ce qu'il implique dans sa relation affective, objective et réciproque au temps, à l'autre et à l'espace. Il est question de voir comment le langage peut marquer les contours d'un lieu, mais aussi de voir comment il peut pointer vers un infigurable. À ce propos, Michel Deguy, le poète, écrivait que l'objet du poème est un lieu, qui plus est un lieu vide, un rien tranchant, d'où tout advient, qui est la charnière de toute chose. Fin de la citation. Comme lui, je pense le poème comme un espace d'accueil et comme un lien. Mon projet d'écriture est celui de creuser ce rapport au monde dépossédé du Père, ce monde marqué par un vide, et ce, grâce à la poésie. Pour pointer vers l'expérience paradoxale de la présence de l'absence, il faut affronter l'entre-deux par les moyens qui permettent de le faire voir et de le dire. À ce sujet, encore Vinciane Desprez, qui reconnaît d'ailleurs une véritable agentivité aux défunts, dit que les morts se soucient du chagrin, que les vivants font honneur aux obligations, et tous, avec ce tact si particulier, apprennent à s'adresser les uns aux autres par le milieu. Fin de la citation. L'écriture permet d'établir un contact, de construire les fondations de ce milieu, à l'intérieur de l'espace textuel. Par sa fonction de médiation, elle peut concevoir un espace de deuil où les survivantes et les survivants peuvent frôler les personnes absentes. La simultanéité par laquelle nous pouvons percevoir et ressentir certaines expériences est fulgurante, notamment parce qu'elles nous échappent dans ce même immédiat. Au moment où l'on fait passer l'expérience par la pensée, l'instant qui composait cette première prend fin, disparaît, est remplacé par le suivant. La poésie est peut-être le seuil par lequel je peux me poser dans cette tension, où mon « je », ici, maintenant, ne parvient toujours qu'à effleurer ses vestiges. Je suis ici, maintenant, mais mon « je » était aussi là-bas, dans ce temps et ces lieux qui me précèdent, ceux notamment de la maladie et de la mort. Je crois que ces états, loin d'être opposés, se rejoignent dans la médiation de l'écriture qui permet d'habiter, ne serait-ce qu'un instant, un paysage à l'image de notre expérience. Michel Collot avance que la réalité à laquelle renvoie le poème n'est pas celle de l'univers objectif, mais celle du monde perçu et vécu. L'expérience se frappe au contour du réel et l'écriture les traverse, laissant toujours une place au vide, à l'indétermination de laquelle elle provient. Et selon le poète et professeur Pierre Ouellette, cette intensité qui forge notre rapport au monde, et plus spécifiquement notre rapport à la spatialité, ne peut être approchée que par la médiation. Selon lui, il y a toujours une vive et forte tension entre le lieu qu'on occupe à l'instant, étant donné l'illusoire présence à lui-même du monde, et les lieux qui nous occupent de tout temps, étant donné cette foncière inactualité du monde. Fin de la citation. Il faut retrouver ou former des repères entre le ici et le là-bas, l'enfance et le présent, entre la vie, mais aussi la vie depuis la mort, qui sont tous des états qui prennent place et affectent notre présence au monde dans son actualité. Mais sa foncière inactualité du monde dont parle Pierre Ouellette devient brutalement évidente dans l'expérience de la mort d'une proche ou d'un proche. Ayant un pied de chaque côté du seuil, l'endeuillé peut essayer de traverser son deuil, mais il ou elle peut également y rester, accueillir le vacillement et, comme moi, choisir de laisser agir ses répercussions dans la pratique d'écriture. D'ailleurs, la distance, elle est nécessaire à l'écriture. Par exemple, les 13 ans qui séparent la mort de mon père du moment où je vous parle ce matin m'ont mené ici, m'ont mené à ce projet. Et Pierre Ouellette avance que cette distance est non seulement nécessaire à l'écriture, mais elle est également nécessaire pour rétablir notre rapport au monde. Il dit « On ne prend part au monde ou à l'ici qu'à partir d'ailleurs ou d'autre part, d'où l'on peut non seulement le dire et le penser, mais le vivre aussi, selon toutes les modalités du corps et de l'esprit, mémoire et imagination comprises. » Fin de la citation. Je n'écris qu'après les événements et les expériences, et dans le cadre de ce projet, je n'écris que depuis les lieux que j'ai quittés,
en traçant les contours des paysages poétiques pour les habiter encore un peu, grâce au renouvellement des perceptions, mais aussi grâce à la mémoire et à l'imagination, au fond, au centre du geste d'écriture. Certains lieux sont devenus physiquement inaccessibles depuis la mort, dont l'appartement de mon père, ou encore le cours d'eau dont je n'ai jamais connu le nom, où il nous amenait, mon petit frère et moi, pour y jeter des pierres dans l'eau. Mais d'autres lieux existent toujours, demeurent hostiles et douloureux, comme les chambres d'hôpital qu'il a fréquentées et les couloirs du centre de soins palliatifs où il est décédé. Les repères visuels sont insuffisants pour dire le deuil, trop éloignés du temps et du lieu de l'événement. Et la médiation de l'écriture poétique propose, à mon sens, de combler le manque, ce que la professeure Catherine Groux appelle cette entre non représentée, qui est sans doute infigurable. Et c'est précisément pour sa qualité de virtualité et de médiation que le poème me semble le genre littéraire le plus juste pour accueillir mon écriture du deuil. Dans son ouvrage « La poésie moderne et la structure d'horizon », Michel Collot se penche sur le rapport du poème au temps. Il observe que la conscience poétique croit pouvoir ressaisir l'insaisissable, tout en ne parvenant jamais vraiment à saisir le maintenant. Mais le poème, quant à lui, il embrasse l'indéterminé. Puisqu'il établit son sens grâce à une panoplie de procédés qu'il détourne, qu'il le déploie et qu'il le pacifie, le poème ne peut être juste que par ses flottements et ses ouvertures sémiotiques. Toujours selon Collot, la force de la poésie existe dans sa qualité d'horizon. Cette ligne poreuse ouvre et ferme le champ de vision, découpe l'espace perceptif, marque notre expérience géographique, bien qu'elle n'existe sur aucune carte. Largement étudié en phénoménologie, l'horizon est également convoqué dans les études littéraires et particulièrement en poésie. À ce sujet, Collot affirme que la poésie entretient une relation essentielle avec un horizon d'indétermination absolue. En tant qu'expérience, c'est une traversée qui transgresse toute limite, un mouvement qui va toujours au-delà de lui-même. Pour s'accomplir, elle doit demeurer inachevable. Fin de la citation. Paradoxal, l'horizon du poème l'ouvre sur les possibilités de sens, tout en reconnaissant l'impossibilité de toutes les saisir. Collot dit également, et je cite, « Il appartient à l'essence de la poésie d'être ininterrompue, mais cela n'exclut pas la possibilité de poèmes achevés. Étant admis que le dernier mot ne sera jamais dit et l'horizon jamais atteint, le poète s'arrêtera chaque fois que les mots écrits auront défini un espace de sens dont les lignes composent un paysage stable et cohérent, tout en convergeant vers ce point de fuite qui seul peut leur conférer une secrète mobilité. Si bien que le point final peut devenir un point de départ pour toute lecture capable de rendre le poème à l'inachevable. » Fin de la citation. D'un même geste, l'horizon trace les contours d'un paysage symbolique et donne une spatialité au texte poétique. La virtualité du poème, considérée dans sa qualité paysagère, me permet de le concevoir comme un tiers-lieu, dans lequel l'ambiguïté de l'expérience du deuil peut se déployer dans toutes ses lacunes, dans toute sa part d'absence et d'inachèvement. Le deuil m'habite, mais plus encore, cet état de hantise déploie ma démarche, fait du poème un paysage de deuil dans lequel habiter. Ici, le mot paysage est entendu non pas au sens pictural comme celui de la peinture, mais bien au sens qu'entend le géographe Augustin Berg, c'est-à-dire, et je cite, « un espace de rencontre entre un sujet et un lieu géographique ». Fin de la citation. C'est un espace transitionnel qui n'existe que par la rencontre entre le sujet et l'objet et qui forme le foyer d'un monde habitable et partageable. Le poème est paysage puisqu'il rend tangible l'expérience d'un monde en marquant la perméabilité du rapport sujet-monde. Il instaure donc un monde, mais aussi une ouverture à ce monde. Ma démarche heuristique du deuil m'amène à penser la médiation comme un concept fondamental à une poétique du deuil, car le deuil crée des secousses et se répercute sur notre être au monde. À l'image des perceptions affectées par l'expérience du deuil, l'espace peut se fragmenter, se disloquer et ainsi créer des lieux signifiants. Et de plus, la dislocation laisse place à la brèche, à l'entre-deux. Par la création d'un paysage comme espace de rencontre, on peut peut-être réconcilier l'inactualité du monde dont parlait Pierre Ouellette et percevoir une possibilité de simultanéité du sujet-monde en actualisant l'expérience du deuil, en lui donnant un lieu où être. Il me semble impossible de circonscrire cet entre, ce milieu, comme il est impossible de saisir l'horizon, mais je peux toujours pointer vers lui. Et adresser conceptuellement et poétiquement la médiation me semble forger le moyen de parler de cet infigurable. Pour parler du liminaire, il faut utiliser les moyens de l'entre-deux. Et l'écriture poétique, qui possède les instruments d'une configuration du monde, comme le disait Collot, peut présenter, mais également représenter, c'est-à-dire renouveler par le langage les effets de mon deuil sur l'expérience du monde, et ainsi décloisonner ma réflexion et l'expérience en elle-même.
L'écriture me permet de croire que le deuil est un espace de possibilité, où la relation au défunt existe toujours, qu'elle n'est pas réductible au néant, comme on a tendance à le penser dans le discours social occidental répandu. La tension entre l'absence et la présence possède une force créatrice qui peut prendre de nombreuses formes productrices de sens, comme les vides dans le poème, sur lesquels le philosophe Henri Maldinet dit ceci. La séquence poétique comporte des vides. Ces vides médians ne sont pas des lacunes, mais des aires ouvertes. Fin de la citation. Cette tension déploie l'horizon du poème qui recule, rendant ses limites encore plus vertigineuses, ce qui confronte et crée une expérience. L'espace poétique fait apparaître la survivance dans la mort de l'autre et de déployer les possibilités de la pensée à l'intérieur de cet espace du deuil, autrement si opaque et irrémédiable. Et j'aimerais terminer comme j'ai commencé, c'est-à-dire avec la lecture d'un poème. Nos bouches béantes occupent sa chaise au bout de la table. Ces mots croisés dans la cuisine. Cérémonie de rapiessage, chaque poème fait reculer le bord de l'eau. Les pierres lancées s'inscrivent sur les surfaces. Les images incertaines survivent dans leur mouvement.